à Muriel et René. Et je dis aussi merci à Rachel parce que le bon père, il est peut-être aussi le père génétique. Bientôt, on aura la carte d'identité génétique du père pour dire c'est celui qui colle, c'est celui qui va. Et ça m'aide à commencer par Oscar Wilde, mais c'est un Oscar Wilde des années 80, 1880, un peu sérieux, pas trop léger, qui écrivait « L'hérédité est la dernière des fatalités, la plus terrible. C'est le seul Dieu dont nous sachions le vrai nom. » Et aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle, Dieu est tout nu, l'hérédité est à poil, il n'y a plus d'intimité, c'est l'ADN, c'est notre génome, on peut le séquencer à tout instant pour pas cher, je vous rassure. Et ces consultations de génétique que nous conduisons depuis des années ont changé de posture par rapport à ce que disait cet écrivain. La posture habituelle, c'était le cœur, c'est du côté de ma mère, du côté de mon père, c'est le cancer, dit cette famille. Et la génétique, effectivement, par essence, convoque l'histoire familiale qui va dominer la consultation et convoque aussi la violence de la perte des êtres chers, la dimension mortelle. On va désigner une conductrice par un petit point sur l'arbre généalogique, qui, dressée ainsi par le généticien, fait office d'un véritable champ de bataille familial, exhumant les secrets du roman familial, la raison des morts, désignant les porteurs, les conducteurs, indiquant par une flèche le cas index, celui par lequel le malheur est arrivé, parce qu'il faut bien que le malheur arrive par quelqu'un, traquant les liens de consanguinité, les origines, les berceaux de famille. Bref, plus de secrets, plus le moindre recoin d'intimité, pas de pudeur, et comme on dit, pas de quartier. C'était déjà ça la génétique de consultation, à une transgression de la consultation médicale traditionnelle d'un patient qui souffre d'un symptôme face à un médecin qui va l'aider. Et on est sorti déjà de ce contexte, on fait appel à la famille. Le patient, parfois, ne souffre pas lui-même, mais se pose la question de quelqu'un d'autre dans la famille. Ces transgressions de la génétique, aujourd'hui, sont, s'il restait une intimité, finissent d'être transgressées par le séquençage de l'ADN, autrement dit par la lecture du code qui va permettre d'expliquer l'inexplicable. Et ces séquences à très haut débit, dont vous entendez parler, marient aujourd'hui deux ingrédients importants. La baisse du coût, il faut parler d'argent, parfois il ne faut pas avoir peur de parler d'argent, en disant que le coût de la séquence de l'ADN est devenu tellement abordable, pardonnez-moi, je parle comme un commerçant, mais tellement abordable qu'il est presque difficile d'y résister. Et anti-parallèlement à cette diminution du coût, la performance des séquenceurs, la rapidité des données et la facilité qu'il y a à obtenir des données de génétique est incroyablement augmentée désormais. Baisse du coût, augmentation des capacités de séquence. Au fond, on va pouvoir produire des données de génétique extrêmement facilement. Cette avalanche de données est aujourd'hui une véritable question, car les données, vous le savez bien, ce n'est pas de l'information, et l'information, c'est loin d'être de la sagesse. Comment la médecine va pouvoir agréger ces données, les interpréter, alors que la génétique est aussi en proie à d'autres sciences modernes, dont il sera question tout à l'heure, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, et puis les neurosciences. Et ça, c'est un cocktail vraiment explosif. J'ai votre ADN, je sais percer les comportements, l'intelligence artificielle va m'y aider, et puis ce cocktail, rien ne va y résister, et le dieu d'Oscar Wilde est tombé. Encore une fois, il est tout nu. Cette intimité est brisée à trois échelles, il faut bien se rendre compte, et la pudeur n'existe plus, à la fois pour le passé, l'histoire d'une personne, son roman familial, ses ascendants, ses origines, ses ethnies. Pour quelques centaines de dollars, vous envoyez un frottis buccal aux États-Unis à 23 et mois, éventuellement le frottis buccal de votre conjoint que vous avez un peu grappillé pendant son sommeil, et vous allez savoir s'il est à 62% britannique, 15% portugais ou alors chinois. Ça va un petit peu plus loin que ça. Des articles récents permettent de briser par des recherches non supervisées de génétique
les traces familiales, de reconstituer des arbres généalogiques sans avoir jamais interrogé personne. Parfois même de pointer des individus qui font partie d'une étude de recherche clinique dans un beau papier américain en disant « je sais qui est cet individu, pourtant parfaitement anonyme » dans l'article. Donc il y a quelque chose d'extrêmement invasif sur le passé, ces grands arbres qu'on peut retracer et au fond vous faire découvrir des cousins que vous n'aviez pas alors que vous aviez des cousins que vous ne pensiez pas être vos cousins. La deuxième intimité brisée, si je puis dire, c'est l'intimité avec soi-même, l'intimité de l'individu qui peut se poser la question et de son identité et de ses prédispositions génétiques. Est-ce que je suis à risque de telle ou telle maladie? Voire de ses certitudes génétiques, est-ce que j'aurais telle ou telle maladie? Et j'ai été très frappé, revenant du gros raout de génétique aux États-Unis à San Diego il y a quelques semaines, d'une étude qui a été faite au fond sur des personnes qui n'avaient pas vraiment consenti à cela, des dizaines de milliers de personnes qui avaient envoyé leur ADN à 23andMe et qui avaient aussi accompagné cela d'une information autodéclarative sur leurs attirances sexuelles non hétérosexuels, c'est le terme politiquement correct aux États-Unis, j'ai appris ça, on ne dit pas homosexuel, on dit non hétérosexuel, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et attendez, ça y est, les gènes de prédisposition à l'homosexualité, soyons plus simples, on est entre nous, sont identifiés. Mais qu'est-ce que c'est que cette autodéclaration? Est-ce que c'est solide, cette étude? Et ces personnes ont-elles consenti un jour, une fois, à ce qu'on utilise leur ADN qu'elles avaient peut-être envoyé pour des raisons totalement récréatives, d'origine, d'ethnie ou de berceau de famille, pour être utilisé pour essayer de cartographier sur le génome tel ou tel facteur de prédisposition à des attirances sexuelles non hétérosexuelles? Ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai vu ici la fin totale de l'intimité pour l'individu. Et puis, la rupture d'intimité, elle est aussi à l'échelon de son avenir. On l'a vu pour son propre avenir, ses prédispositions, ses susceptibilités, et celui de ses descendants. Rachel en parlait, ses enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Que recevront-ils de moi? Le généticien naïf et gentil dit « mais plein de bonnes choses, monsieur, plein de bonnes choses, madame ». Mais au fond, ça ne tient plus, cette ligne-là ne tient plus. On est donc dans des transgressions très, très importantes qui invitent peut-être à souligner quelques paradoxes de cette nouvelle science de génomique à très haut débit. Un premier, c'est celui de la complexité et de la variabilité. C'était André Langanet déclarant « tous parents, tous différents ». Le génome humain est identique chez nous tous dans cette salle à 99,9%. Alors on est vraiment semblables. Oui, mais les 0,1% qui différencient, c'est dans un génome énorme et c'est 3 millions de caractères génétiques qui sont différents de l'un et l'autre. Alors on est très différents. Et la vérité est là, on est aussi différents qu'on est semblables. Cette complexité de la génétique, je vous l'assure, je vous l'affirme aujourd'hui, est très loin d'être résolue. Elle est très loin d'être résolue pour des maladies mendéliennes classiques d'hérédité simplissime qu'on apprend en classe de 3e. Elle est encore plus loin d'être résolue pour des hérédités complexes, comme on dit. Complexe en génétique, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Je vous décode. Des hérédités complexes donc, dites multifactorielles ou de l'épigénétique, où les masses de données, aujourd'hui, soyons sincères et pas arrogants en génétique, n'ont toujours pas permis d'élucider les prédispositions classiques au diabète de type 2, à l'obésité, aux accidents coronaires, etc. Complexité, variabilité, c'est un premier des paradoxes qu'il faut connaître et qui ramène un petit peu le point de vue à un peu plus d'humilité de la génétique, ce qui n'empêche pas la perte d'intimité. Le deuxième paradoxe, c'est celui de l'individualité, et notamment de la question du consentement. On va consentir à des études de génétique, mais au fond, sait-on bien à quoi on consent? Et je me demande si parfois on ne devrait pas plutôt interroger les personnes sur leur refus de faire des études de génétique plutôt que de consentir. Je pense que la question serait peut-être plus intimement posée, c'est le sujet du jour, l'intimité, de dire je refuse qu'on utilise mes données de génétique pour autre chose. Je refuse que le monde communique les variants génétiques qui ont été identifiés dans une étude qui était destinée à l'épilepsie de mon enfant et qui en fait vont me toucher moi par une prédisposition au cancer de la prostate, dit monsieur, au cancer du sein, dit madame. Ces variants non sollicités, ces variants incidents,
Ces variants secondaires sont une véritable question des tests de génétique à très grande échelle, puisqu'au fond, en regardant quelque chose qui est d'un intérêt clinique pour la personne ou la famille, on va révéler d'autres choses qui ne sont pas du tout la question de la consultation du jour. Paradoxe de la complexité, paradoxe de l'individualité et de la prédiction, et qui m'invite à, pour conclure en quelques minutes, à essayer de tenter de vous dire quelques règles d'engagement que les généticiens aimeraient bien promouvoir avec les conseillers en génétique sur ces tests à très haut débit, très peu chers, et qui ont un champ extrêmement important. Le champ du diagnostic chez une personne qui a des symptômes, le champ de la prédiction chez une personne qui pourrait avoir un jour des symptômes parce qu'elle fait partie d'une famille à risque, le champ de la prédiction de la susceptibilité, je dirais plutôt, chez une personne qui, comme tout le monde, pourrait avoir des symptômes un jour alors même qu'elle ne fait pas partie d'une famille à risque. Pour s'adresser enfin au dépistage systématique, doit-on changer chez tous les nouveaux-nés de France le dépistage de maladies génétiques, les 5 que nous dépistons en France, mais pas par des tests de génétique? Doit-on changer les méthodes de biochimie, de biologie par de la génétique, voire les dépistages prénataux, préimplantatoires dont il était question avant? Donc ce champ est immense et je crois que quelques règles simples, j'aime pas utiliser le mot règle, mais peut-être quelques indications ou réflexions simples doivent être promues par les généticiens, les conseillers en génétique, les sociétés savantes. Premièrement, la règle de la justification du test, en tout cas dans le contexte médical. On ne fait pas un test de manière récréative, pour le plaisir ou pour arranger les gens. On leur explique en revanche pourquoi on fait un test. La deuxième règle, après la qualité de l'indication et de la prescription, c'est la qualité du résultat. Ne pas se tromper. Cela peut paraître complètement idiot de dire ça dans un amphithéâtre d'analyse de médecins, de psychiatres. Mais évidemment, ne pas se tromper. Oui, mais là, on a tout pour se tromper. Tout est là pour qu'on se trompe. Donc faisons attention de garder la ligne d'une médecine qui essaie de ne pas se tromper. C'est déjà si difficile. La règle de l'utilité des tests, même s'ils sont informés, même si la qualité de la prescription, sont-ils vraiment utiles à la question clinique posée? La règle de l'information, de l'accompagnement, de la transparence, qu'est-ce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit? Et puis, une règle de non-discrimination, d'intimité, pourrait-on dire, avec des tests génétiques dont on va éviter qu'ils diffusent à d'autres contextes. C'est un élément très important, je pense au monde des assurances, qui n'est d'ailleurs pas forcément l'ennemi de la génétique ou l'ennemi de la médecine. Ce devrait être un allié d'ailleurs, et ce l'est souvent. Mais il peut y avoir une tentation qu'un test de génétique de prédisposition, peut-être Alexandre en parlera pour les prédispositions à des situations critiques de stress, d'anesthésie, de réanimation, soit capté par le monde assurantiel qui disent mais est-ce que ça vaut vraiment le coup là de s'engager? Et puis enfin aussi un principe de réalité financière sur ce que dans le contexte de l'assurance maladie, ces tests de génétique devraient être considérés, ce qui est une réflexion qui peut être un peu banale et un peu terre à terre, mais qui a, je crois, de l'importance. Humanité, attention, soutien, information, bienveillance. Au fond, il faut plaider, je pense encore, pour que dans le contexte médical, les tests génétiques, cette rupture d'intimité, cette transgression consentie se fassent au moins avec les quelques règles et garanties que j'appelle de mes voeux, et Dieu sait si je ne suis pas le seul. Je voudrais terminer par quelques lignes d'un auteur que vous allez reconnaître très vite à la fin et qui voit que quand même ça pèse cette histoire. C'est des lignes de l'époque d'Oscar Wilde. Je commence. Sans doute, l'hérédité ne le passionnait-elle ainsi que parce qu'elle restait obscure, vaste, insondable, comme toutes les sciences balbutiantes encore où l'imagination est maîtresse. Enfin, une longue étude qu'il avait faite sur l'hérédité de la phtisie venait de réveiller en lui la foi chancelante du médecin guérisseur en le lançant dans l'espoir noble et fou de régénérer l'humanité. En somme, il n'avait qu'une croyance, la croyance à la vie. La vie était l'unique manifestation divine. La vie, c'était Dieu, le grand moteur, l'âme de l'univers. Et la vie n'avait d'autre instrument que l'hérédité.
l'hérédité faisait le monde. Vous avez reconnu le docteur Pascal de Zola. Donc on n'a rien inventé. Je vous remercie.